Anne Beaumanoir, je le disais tout à l'heure, vous avez 91 ans, vous êtes née en Bretagne, oui. Vous êtes fille unique, un milieu plutôt modeste, oui. Vous êtes entrée dans la résistance en 1942, vous étiez alors étudiante à Rennes, et puis tout votre parcours vous a mené de Rennes à Marseille, en passant par Paris et par Lyon. Je trouve que votre histoire fait très bien le lien, on parlait des enfants et des jeunes, vous avez sauvé 2 enfants juifs de la déportation, des arrestations. Ils ont passé toute la guerre cachée en Bretagne chez vos parents. Et le devoir de transmission est forcément très important pour vous. Dites-nous d'abord un mot de ce qui s'est passé quand vous avez accueilli ces 2 enfants juifs qui étaient certainement promis à la mort. Les circonstances, donc ça se passe à Paris, où je suis résistante, comme vous venez de le dire. Je suis clandestine parce que je suis une résistante à temps plein, disons ça. Je suis membre de Jeunesse communiste combattante. Hein. Voilà. Un petit aparté pour dire que dans cette organisation où on avait une éducation politique, je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait avoir, aider les personnes persécutées comme les juifs, les tziganes ou aussi les francs-maçons. Ça c'est vous là, voilà. À 18 ans. Ah, c'est moi à 18 ans, ouais. Oui. En effet, oui. Je la reconnais, mais je la reconnaissais. C'est bien vous, je vous assure. C'est bien moi, oui. Donc voilà, et comme j'étais clandestine, évidemment, je n'avais pas d'adresse, je changeais de planque très fréquemment, comme tous les clandestins, et aussi je n'avais pas de relation, en tout cas directe, avec mes parents. Mais eux, ils étaient en Bretagne, et donc pouvaient avoir un petit peu de ravitaillement, comme on disait, sans même passer par le marché noir, parce qu'il y avait des copains qui avaient des cochons, des poules, tout ce que vous voulez. Et donc, ils m'envoyaient des colis, mais évidemment chez des amis à eux. Et un jour, je suis allée donc chercher mon colis, comme tous les 15 jours, chez des gens qui habitaient Porte d'Italie, des amis de mes parents. Et au moment où la personne qui m'ouvre la porte s'appelait Elisabeth, elle me dit « Ah là, te voilà, mais quelle chance alors !» Parce que nous savons, de source, je pourrais vous dire quelle source absolument fiable, qu'il y aura une rafle demain, cette nuit ou dans les nuits prochaines, dans le 13e arrondissement où ils habitaient. Et nous connaissons une famille juive cachée rue des Moulinets. Faut que la résistance les sauve. Voilà. Alors j'étais la résistance à moi toute seule, vous voyez. Oui. Bon, voilà. Alors quand on est dans cette position, vous savez, j'ai fait comme tout le monde dans la même circonstance. Hein. Ils me sont tombés dessus et je les ai sauvés. Mais il y a quand même une différence entre ceux qui l'ont fait comme vous, puis ceux qui ne l'ont pas fait. Oui. Et vous étiez à peine sorti de l'adolescence vous-même. Oui, mais les adolescents qui étaient Daniel et Simone étaient à peu près à ma taille, même pour Simone un petit peu plus grande que moi, parce qu'elle avait 2 ans de moins. Et moi, j'étais un petit peu maigrichonne. Et voilà, alors je les ai sauvés, ce qui était tout à fait naturel. Alors, ce que vous avez fait en sauvant ces 2 enfants juifs, vous êtes un certain nombre à avoir été fait juste parmi les nations. C'est comme ça que ça s'appelle. Au 1er janvier 2014, 3760 justes avaient été nommés en France. C'est une décision qui a été prise en 1953 au Parlement israélien, en même temps qu'elle crée le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, consacré aux victimes de la Shoah. Elle a décidé d'honorer les justes parmi les nations, c'est-à-dire ceux qui ont mis en danger leur propre vie pour sauver des Juifs. Il s'agit actuellement de la plus haute distinction honorifique délivrée par l'État d'Israël à des civils non juifs. Vous faites donc partie de cela, Anne Beaumanoir. Nous en avons rencontré d'autres et rencontré aussi ceux qui ont été sauvés par des gens comme vous. Regardez. C'est une petite ville des Pyrénées, Aulus-les-Bains. Une station thermale qui, pendant la guerre, s'est transformée en camp à ciel ouvert. En 1942, le gouvernement de Vichy y assigne à résidence des centaines de juifs étrangers. Jeanne Rogal est une enfant du pays. À l'époque, elle a 21 ans et vit à côté de ces familles juives, forcées de s'installer à leurs frais dans les hôtels. À partir d'août 42, les juifs d'Aulus sont arrêtés puis déportés vers les camps de la mort. Jeanne se souvient encore des rafles. Il y a eu des pleurs, des cris,
une cruauté de personnes qui n'avaient que quelques minutes pour se faire le sac, pour ainsi dire. 10 minutes, je crois qu'ils avaient. Et ça faisait mal au cœur, tout ça, quand même. On voyait que c'était injuste. Comment ne pas faire un geste? Ce geste, c'est d'abord le père de Jeanne qui va oser le faire. Il est berger, il connaît la montagne. En novembre 42, il fait passer 2 juifs en Espagne. Dans le village, son nom commence à circuler. On lui parle de 9 autres candidats. Il hésite. Jeanne, sa fille, propose de l'accompagner. Il accepte. Le départ est fixé dans la nuit du 4 au 5 décembre. En chemin, le groupe tombe nez à nez avec d'autres fugitifs, conduits par un autre berger. Ils vont marcher ensemble, mais seront ralentis par la présence d'une vieille femme et d'un couple avec son bébé. Mon père les encourageait beaucoup. Et on disait, on approche. Mais le col, en montagne, vous savez, il était loin quand même. Oui, mais il fallait les encourager. C'était dur, très dur. Et c'est là que j'ai pris le petit, parce que son père n'en pouvait plus. Nous avons mis, figurez-vous, 12 heures pour un chemin qu'un berger fait en 4-5 heures. Elle est modeste, Jeanne. Il suffit de sortir du village pour s'en rendre compte. Voici la pente escaladée par le groupe cette nuit d'hiver. 2000 mètres de dénivelé. C'est une voie d'alpinisme. Ce chemin, c'était, même si ils ont énormément souffert pour arriver jusque-là, ça représentait la liberté. Et pour Claude et sa famille, ça a été la survie. Claude, le bébé, il avait 8 mois. Il a aujourd'hui 72 ans. Il a fait sa vie de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Pendant 60 ans, Jeanne est restée sans nouvelles de lui. En 2004, ils se retrouvent. Depuis, ils ont gardé le contact. Claude. Oui. Oui. Bonjour Claude. Bonjour. Vous allez bien, toute la grande famille? Toute la famille va très très bien. On est rangé avec 12 petits-enfants. Je suis émue de le voir et qu'il est devenu comme ça, avec une nombreuse famille. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et oui. Ils ont aidé les gens qui ne connaissaient pas. Ils ont pris une chance avec leur vie. Ils ont monté la montagne. Le monde entier devrait voir ça et reconnaître ce que cette femme a fait. C'est formidable ce qu'elle a fait. Et ça me fait beaucoup de bien de le voir quand même, parce que c'est celui que j'ai passé tout petit. Et oui. Petite histoire dans la grande, Jeanne prend pour époux Jean-Baptiste, l'autre berger passeur croisé dans la montagne. En 2005, ils sont tous les deux honorés pour leur geste, avec le père de Jeanne. Voici la précieuse médaille. Jeanne est aujourd'hui une juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël à des personnes non juives. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Ce dont nous sommes fiers, c'est qu'ils aient eu le courage de prendre position et malgré le danger, et sans se soucier de ce danger, quelque part, de sauver des vies. Et ça, c'est très précieux pour nous. En France, 3760 de ces héros ordinaires ont reçu le titre de juste parmi les nations. 3760 destins individuels et aussi une récompense collective donnée à un village. C'est un cas unique en France et c'est dans le Massif central. Les habitants du Chambon-sur-Lignon ont accueilli et protégé des milliers de personnes traquées. Nous sommes en terre protestante et cela a son importance. Aux toutes premières heures de la défaite, les pasteurs refusent l'allégeance à Vichy. Ici, on est dans un des premiers lieux où va s'exercer la résistance spirituelle, puisque le 23 juin 40, dans ce temple, André Trocmé et Édouard Tess, donc les deux pasteurs du Chambon, vont appeler leurs paroissiens à lutter avec les armes de l'esprit contre le nazisme. Dès 1941, des Juifs viennent se réfugier au Chambon. L'année suivante, l'étau se resserre sur le village.
la préfecture demande d'établir des listes de juifs. Et à ce moment-là, le pasteur Trocmé va faire cette réponse. Je ne connais pas de juifs, je connais que des hommes. Hein, et il va refuser en fait de donner des noms. Des centaines d'enfants juifs vivent au Chambon. Ils sont scolarisés et personne ne s'en étonne. Le directeur de l'école est l'un des pivots du système. Roger d'Arcissac, lui, était, disons, un des leaders de la résistance ici au Chambon, donc il était très très vite mis dans la confidence. Il était passionné de photographie et il a fait toutes les cartes d'identité, notamment des enfants, pour lesquels il fallait fabriquer des faux papiers. Le Chambon était au centre, mais c'est tout un territoire qui a lutté. Sur 500 km², des Juifs ont été cachés chez l'habitant. Plus d'1 millier de vies seront sauvées. 70 années ont passé. Partout en France, beaucoup de Justes ont disparu. Mais les enfants juifs se souviennent. C'est le cas de René et Guy Friedman, 2 frères. Tout commence devant ce bureau de poste des Pyrénées-Atlantiques. À l'époque, c'était une gare. C'est ici que Lali Friedman, leur mère, pose ses valises en 1942. Elle cherche un village où se réfugier. Ce sera Soumoulou. Lali ne connaît personne. La chef de gare est touchée par son désarroi. Elle s'appelle Marie Cazenave. Lali vient de se trouver une alliée. Elle s'installe à Soumoulou avec son mari et son fils Guy, 6 ans à l'époque. Ce matin, le maire fait visiter l'ancienne gare aux 2 frères. Il n'y était jamais retourné. À l'étage, l'appartement de Marie, la chef de gare. La famille Friedman s'y est cachée plusieurs fois. Je crois reconnaître la pièce dans laquelle Marie m'a fait monter après qu'il y ait eu une descente d'Allemands qui sont descendus du car, etc. Marie m'a fait mettre au lit, a demandé à sa petite nièce de se mettre à côté de moi, de dire que j'étais son frère. Ils ont vu 2 enfants dans le lit, ils ont pensé que... Et ils sont partis. C'est la famille proche. Voilà. Dans ces lieux, elle m'a sauvé la vie, c'est évident. Et elle a aussi sauvé celle du père de Guy. Lui venait se réfugier au grenier. Pour cette protection, la chef de gare et son mari risquaient gros. Ils risquaient tout. Ils risquaient leur vie. C'est absolument évident. C'est formidable. Pendant 4 ans, les Cazenave aident les Friedman, sans contrepartie. Ils les cachent chez eux ou les logent ailleurs dans le village. Dans cette maison, par exemple, où le petit Guy et ses parents habitent quelques mois. Et puis nouveau déménagement, dans cette rue. À cette époque, la famille s'agrandit. C'est ici que René voit le jour. René Friedman, célèbre gynécologue et père du premier bébé éprouvette français. Il y a un cabinet de sage-femme maintenant. C'est quand même génial. Il y a un cabinet de sage-femme dans la maison. C'est un clin d'œil comme ça à la vie, quoi. C'est un sacré clin d'œil, oui. C'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. Vous savez que moi, enfin nous d'ailleurs, c'est la première fois qu'on revient. Dans cette maison? Ah oui, dans la maison. René, ce bébé dont la vie ne tenait qu'à un fil. Lui qui, devenu médecin, a si souvent donné la vie. J'ai souvent ressenti que chaque naissance était une victoire sur la mort. Allez hop. C'est beaucoup d'émotions, hein, c'est sûr. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup d'amour à ce moment-là dans cette maison. Et puis les Cazenave, la bonté, la générosité. Donc oui, ça évoque tout ça. Cazenave, Friedman, les liens sont toujours là. Génération après génération. Jusqu'à l'arrière-petite-fille de Marie, la chef de gare, Léa Cazenave. C'est un lien de famille. Je crois qu'on sent... Moi, je me sens un peu... On se sent tous un peu de la même famille, quelque part. On est en dette jusqu'au bout. Vous avez le sentiment d'être en dette? Bien sûr. Ah bon. Et comment il s'appelait celui-là? Un album pour 2 familles.
Marie, la chef de gare, et son époux ont été des anges gardiens pour les Friedman. Ils restent aussi une source d'inspiration pour leurs propres descendants. Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est en même temps une leçon d'avenir. C'est des gens qui, dans une époque où le délire s'empare de la réalité, affirment une liberté qui est formidable parce qu'elle s'adresse à des gens qui sont des étrangers, qui débarquent, qui ne connaissent pas. J'ai pour eux une admiration quotidienne. C'est une valeur universelle. Et voilà, il y a de temps en temps des valeurs universelles qui valent le coup, quoi. Voilà, pour ce qui est des justes, Anne Beaumanoir est avec nous. On va continuer d'en parler avec vous. À l'heure actuelle, 170 dossiers sont en instruction en France, au comité français, et à Jérusalem. Le Yad Vashem est représenté en France par un comité présidé par Pierre-François Veil. C'est le fils de Simone Veil. Je vous propose de l'écouter. Les justes s'éteignent les uns après les autres. Il y en aura encore quelques-uns, probablement en 2015, 2016, en 2017, et puis probablement ça s'éteindra. Mais le travail de Yad Vashem ne sera jamais fini. Honorer les justes parmi les nations, honorer les grands hommes est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est un devoir que de considérer que de se souvenir des gens qui ont été les victimes, mais aussi des gens qui les ont aidés, doit se poursuivre éternellement. Anne Beaumanoir, vous avez sauvé, on l'a dit tout à l'heure, 2 enfants juifs, Daniel et Simone Lizopravski, qui ont été par la suite comme vos frères et sœurs. Oui. Vous l'avez toujours dit. Quand vous entendez Guy Friedman dans ce reportage sur les justes dire les larmes dans les yeux, voilà, là on voit Daniel Lizopravski que vous avez sauvé avec sa sœur. Quand vous entendez Guy Friedman, là voilà Simone, quand vous l'entendez dire on est en dette, encore avec des larmes dans les yeux, tant de temps après. Comment vous recevez cette phrase ? Je le reçois avec beaucoup d'émotion, mais je pense que moi aussi je suis en dette vis-à-vis d'eux. Parce que quand on sauve quelqu'un, et dans cette période où on a pu sauver des juifs, tous menacés, en quelque sorte, on l'a fait, spontanément. C'était un acte absolument spontané. Sauf que vous l'avez fait, vous, c'est une spontanéité toute individuelle, parce que vous l'avez fait contre l'avis de votre réseau de résistance. Alors là, ça c'est vrai. Donc moi, il y a eu un petit circuit en plus, comme ça. Parce que vous êtes devenu neurologue après. Oui, c'est ça, oui. Neurophysiologiste. Alors il y a un petit circuit en plus, il a fallu que je passe très très rapidement, quelques millisecondes, dans un circuit qui disait « ça t'est interdit par ton parti ». De pas sauver les Juifs, de faire un acte qui puisse mettre le groupe en danger, ce qui est d'une certaine façon quelque chose qu'on pourrait admettre si ce n'était pas la mort pour les autres au bout. Alors donc, j'ai passé outre, c'est ce que j'appelle ma désobéissance vertueuse. C'est ça qui vous a valu, donc on va peut-être voir quelques images, 7 médailles donc des justes parmi les nations. Vous avez été faite juste en 96 et ces images datent de 97, année de la remise de la médaille. Que pouvez-vous nous dire, ça vous émeut de revoir ces images ? Oui, ça m'aime. Je serais encore plus émue si je voyais toute la famille Lizopravski qui était là. J'en ai sauvé 2, puis il y en avait 20, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui est unique, finalement, qui vous remplit vraiment de bonheur. Voilà. 3760 justes nommés en France, ça c'est les chiffres du 1er janvier 2014, 25 271 dans le monde, Fabrice Almeida, c'est pas tant que ça finalement. C'est peu, et en fait, quand on écoute Anne Beaumanoir, on a vraiment le sentiment de... Alors elle a l'air de dire que ça s'est fait presque naturellement dans son cerveau, mais vu de nous, on se dit quel courage. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu, en fait, qui ont pu être des justes. Et c'est pour ça que, en fait, le nombre de juifs sauvés par les justes est finalement très faible. C'est des actes héroïques, donc des actes magnifiques en soi. Et c'est vrai que la plupart des juifs qui ont survécu à la Shoah, soit l'ont été par des réseaux avec des organisations juives, soit ont réussi à passer à travers les mailles du filet, parfois en ne se faisant pas recenser, parfois en échappant à une arrestation. Donc c'est d'autant plus méritoire, je trouve, cette action des justes, en ce sens qu'elle est unique.